Bonjour et bienvenue dans State of the Union. La seconde vague de coronavirus en Europe atteint de nouveaux pics. L'Irlande et la République tchèque sont les premiers pays cette semaine à avoir réintroduit un second confinement. Les rues de Dublin et de Prague étaient gravement silencieuses à cause de la fermeture des magasins, des bars et des restaurants. Peut-on s'attendre à une levée prochaine du confinement? Ce n'est pas clair. Est-ce que d'autres vont suivre? C'est possible. L'aggravation de la situation sanitaire pourrait faire une victime politique l'engagement en faveur du climat. Cette semaine était consacrée à l'écologie en Europe et les militants craignent que l'effort porté sur la lutte contre le coronavirus mette de côté les bonnes intentions climatiques. Les responsables politiques se veulent rassurants, l'effort environnemental demeure prioritaire. Je pense qu'il y a maintenant un sentiment d'urgence encore plus fort. Avec cette pandémie, lorsque l'on parle de relance, nous soulignons que l'argent dépensé pour la reprise ne doit pas aller à l'encontre de nos objectifs climatiques. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction, nous devons accélérer. Le fait qu'il y ait une récession crée finalement de l'espace pour accélérer ce qui aurait dû se passer de toute façon, avec le pacte vert, la numérisation et d'autres projets. Tous les militants ne sont pas convaincus par ce discours, en particulier la jeune génération. Pour eux, la politique climatique européenne n'a rien de révolutionnaire. Rencontrer Angela Merkel a été assez décevant pour moi. C'est une physicienne et je pensais que la science serait une priorité pour elle. Mais elle nous a dit qu'après tant d'années en politique, elle a appris à faire des compromis. C'est clair, les politiques européennes ne sont en rien révolutionnaires, mais elle pense que si. Pour certains, ce qu'il y a de révolutionnaire, c'est la taille de l'arme économique anti-coronavirus. 750 milliards d'euros, c'est le montant du fonds de relance sur lequel se sont entendus en juillet les dirigeants européens. Et il ne s'agit que de la réponse économique. Le déblocage de cet argent est espéré pour le mois de janvier, c'est-à-dire dans moins de 10 semaines. Cette stratégie est attendue avec impatience par de nombreux États membres, ébranlés par la récession. Mais le paquet, qui comprend aussi le budget européen à long terme, doit encore être ratifié par le Parlement européen et les parlements nationaux. Et c'est bien là le problème. Certaines capitales et de nombreux parlementaires veulent conditionner cette aide au respect de l'état de droit. Au mois de juillet, le compromis était rédigé de façon ambiguë pour arracher un accord à 27. Cette semaine, le Parlement européen et le Conseil, l'institution qui représente les États membres, ont poursuivi leurs négociations sur les contours et les procédures de ce mécanisme. Mais l'opposition de pays comme la Hongrie et la Pologne menace l'ensemble de la stratégie de relance. Retrouvons Eulalia Rubio, chercheuse à l'Institut Jacques Delors à Paris. Merci de répondre à nos questions. En pleine pandémie, avec ses lourdes conséquences économiques, l'Europe n'avance pas sur son plan de relance car elle bloque sur la conditionnalité liée à l'état de droit. Comment sortir de l'impasse? Je pense qu'il faudra faire des concessions des deux côtés, des concessions du Parlement et du Conseil. Les deux institutions doivent éviter les positions de principe et essayer de trouver un compromis. Il faut voir plus large et regarder toutes les dimensions pour que chaque partie fasse des concessions dans différentes dimensions. Le Parlement devra en particulier faire des concessions sur le processus de décision, car il est difficile pour le Conseil de faire des avancées sur ce point quand on voit la position des États membres. Le Conseil devra faire des concessions sur l'étendue de l'instrument budgétaire qui a été fortement réduit lors du dernier compromis. La Pologne et la Hongrie menacent de bloquer le processus sur le prochain budget et donc sur le plan de relance. Est-ce que les deux pays en ont les moyens et n'est-ce pas un choix politique dangereux? Je ne pense pas qu'il faille prendre ces menaces trop au sérieux. Bien sûr, les deux pays agissent de la sorte et il faut faire attention de ne pas arriver à un projet qui les contrarie trop, où ils se retrouveraient dans une position où ils ne peuvent pas donner leur accord. Dans le même temps, la menace doit être prise avec précaution car ce sont des bénéficiaires nets. Ce n'est pas dans leur intérêt de suspendre l'ensemble de la procédure. Ce sont des bénéficiaires nets du budget à long terme et de l'instrument de relance. S'ils bloquent l'activation, la ratification de cet outil de relance, ils vont perdre de l'argent. Et au bout du compte, le mécanisme sur l'état de droit peut être approuvé de toute façon. On pourrait arriver au scénario où les deux pays perdent de l'argent et où le mécanisme sur l'état de droit se met en place. La question de l'état de droit n'est pas nouvelle et pourtant l'Union européenne n'est pas parvenue à convaincre la Pologne et la Hongrie.
C'est seulement par manque d'outils politiques? Je pense que cela a été beaucoup dit par des experts sur la question de l'état de droit, que le problème n'est pas le manque d'outils. Il y a des outils. Parfois, le problème, c'est le manque de volonté politique d'agir en réponse à ces violations flagrantes de l'état de droit. Très probablement, ce sera un instrument de plus, mais ce ne sera pas une baguette magique pour mettre un terme aux problèmes et aux violations des principes de l'article 2 dans certains pays. Eulalia Rubio, merci d'avoir répondu à nos questions. La France a été dramatiquement frappée par le terrorisme. Un professeur d'histoire qui enseignait dans un établissement en banlieue parisienne a été tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet et pour avoir évoqué la liberté d'expression. C'est un tragique rappel que la bataille contre l'islamisme radical se poursuit, et ce malgré la crise sanitaire. Cette épreuve a rassemblé le temps des hommages la classe politique française pour défendre les valeurs démocratiques. En mémoire de M. Samuel Paty, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine.